Ça. OK, parfait. Donc, petit enregistrement. Donc, chapitre 2. Et là, c'est plate. Pour votre groupe, j'ai toujours des problèmes technologiques. Donc, hier, j'avais fermé. Je ne suis même pas supposé dire ça parce que je suis enregistré. Donc, aujourd'hui, donc, normalement, on devrait avoir vu les capsules. Normalement, c'est 4, 5, c'est 7 qui a rapport à la matière. Donc, c'est sûr que la dernière capsule, la 7, on va commencer à faire un problème là-dessus, mais possiblement, on va continuer au prochain cours qui va être mercredi prochain parce que mardi, ça sera votre premier laboratoire. Puis, dans le communiqué de la semaine de jeudi, je vais vous donner des consignes pour le laboratoire, donc comment ça va se passer. Donc, c'est un laboratoire à distance. Puis ça devrait bien aller. Donc, ce n'est pas un laboratoire super complexe, mais là, je suis en train de le modifier pour faire quelque chose qui est vraiment pédagogique parce que le laboratoire, il était plus ou moins pédagogique. En tout cas, donc, pour au moins dire, ah oui, j'ai appris des choses dans ce laboratoire-là. C'est rare qu'on peut dire ça, mais vraiment apprendre des choses, c'est ça qui est l'important. Donc, on va débuter le chapitre 2. Le chapitre 2, c'est la notion de champ électrique. Donc, dans les capsules, je ne vais pas refaire les capsules au complet. Donc, qu'est-ce que le champ électrique? C'est une propriété d'espace. On a vu, donc là, j'ai dessiné des choses ici. On a vu que les particules pouvaient exercer des forces. Donc, quand il y a des particules de signe opposé, il y a attraction. Quand il y a des particules de même signe, répulsion. Donc, qu'est-ce qui était bizarre, c'était la notion de champ, c'est pour expliquer les forces à distance. Donc, pourquoi cette particule-là est capable d'exercer une force sur celle-là sans qu'il y ait vraiment de contact? Donc, c'était un grand mystère. Et les scientifiques ont inventé la notion de champ électrique ou de champ tout court. Donc, le champ, c'est quelque chose, c'est une propriété de l'espace qui est créée par la particule et cette propriété-là, elle est là pour transmettre une force. Donc, en mécanique, quand on a fait le cours de mécanique, on aurait pu parler du concept de champ. Donc, on sait que si on met un objet proche de la Terre, cet objet-là va être attiré. Donc, la Terre exerce une force sur l'objet, mais il n'y a pas un contact réel. Donc, on pourrait dire que la Terre crée autour d'elle un champ gravitationnel et ce champ gravitationnel-là transmet la force aux autres particules. Donc, ici, si on était dans l'espace, donc j'ai la Terre, j'ai la Lune, j'ai le Soleil, oh, j'ai une soucoupe volante ici. Donc, je pourrais dire, ah, c'est quoi la force de la soucoupe volante? Donc, je pourrais faire la force du Soleil sur la soucoupe volante, de la Lune sur la soucoupe, de la Terre sur la soucoupe, ou encore, si j'étais capable de connaître le champ gravitationnel résultant à cet endroit-là, je n'aurais pas besoin de décomposer ça en 3 problèmes. Ça deviendrait un seul problème. Et là, je pourrais trouver la force qui s'exerce sur notre soucoupe volante dans un collant. Donc, le champ électrique est là pour transmettre la force électrique. Donc, le champ, dès que j'ai un champ électrique, c'est-à-dire qu'en mettant une particule dans un champ, donc supposons, on veut juste avant ça y aller de façon concrète, donc ceci est un champ électrique, donc un champ électrique, donc c'est une quantité vectorielle, et dès que vous placez une particule dans un champ électrique, donc une particule Q, cette particule-là va subir une force. Et le premier concept avec lequel on va travailler, c'est ce concept-là. C'est que la force qui est exercée sur une particule sera donnée par Q fois E. Donc, la charge que je mets, plus la charge sera importante, plus qu'elle va subir une force importante. C'est un peu comme en gravité. Si je mets une petite roche ou une grosse roche dans l'espace autour de la Terre, la grosse roche va subir une force gravitationnelle plus grande et ça va dépendre de l'intensité du champ gravitationnel. Donc, si on est sur la Lune ou sur la Terre, l'accession gravitationnelle ou le champ gravitationnel n'est pas la même. Donc, la même roche, à des endroits différents, ne va pas avoir subir la même force. Donc, j'aime bien faire la comparaison avec le champ gravitationnel parce que le champ gravitationnel, ça vous dit quelque chose, mais le champ électrique, comme c'est plus abstrait, on ne voit pas les particules voyager autour de nous. C'est un concept un peu plus abstrait. Donc, première chose, on va travailler avec cette équation-là. Donc, pour notre premier exercice, pour introduire cette équation-là, donc, j'ai mis sur le A, je vais toujours mettre les énoncés. Et c'est là ici. C'est ici. Est-ce que je suis dans le bon? Ça, c'est non, ça, c'est pas le bon. OK, c'est ça là ici. Donc, aujourd'hui, j'ai ça. Quand vous regardez la feuille, j'ai prévu 6 exemples. Mais si on a fait 4 ou 5, ça va vraiment être excellent. Donc, toujours se rappeler, quand c'est possible, d'illustrer la situation. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un pendule qui est composé d'une masse d'une bille de 0,82 grammes. Donc, je vais dessiner mon situation ici, c'est le plus simple. Donc, j'ai ça ici,
j'ai ma B. Donc, je connais ma masse qui est 0,82 grammes ici. On connaît la charge de cette particule-là qui est moins 60 microcoulombs. La corde fait un angle de 12 degrés avec la verticale vers la droite. Donc, comme ceci, je fais mon schéma. Quand il est placé dans un champ horizontal, donc on sait que le E, il est horizontal. Donc là, je ne vais pas le marquer dans ce cas-là. On demande de trouver quelle est la valeur du champ électrique dans ce cas-là. OK. Donc, je referme ceci. Donc, l'énoncé est bref, mais vous avez un problème comme ça aussi à faire dans le chapitre 1. Donc, c'est 2B, mais au moins, vous allez voir le précis dans ce cas-là. Donc, là, ici, on sait qu'on a un champ électrique. Ce champ électrique-là, si l'objet est chargé, oh, je pense que c'est une valeur négative. Oui, c'est une valeur négative. Donc, valeur négative ici. Donc, c'est un moins ici. Donc, dès que je place un objet dans un champ électrique, cet objet va subir une force. Et ça explique pourquoi le pendule fait un angle. Pourquoi le pendule n'est pas tout simplement horizontal. Si le pendule avait été neutre, pas chargé, même si l'avait mis dans un champ électrique, il serait resté vertical. Donc ici, possiblement à cause que l'objet est chargé, qui est mis dans un champ électrique, elle va subir une force. Donc, première étape, dans les problèmes où on voit des pendules, tout ça, concept de force, pensez à diagramme de force. Et ça, c'est juste un petit commentaire. Donc, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a le même cheminement, mais à Bois-de-Boulogne, on a un cheminement particulier. On fait mécanique à la première session, puis électricité à la deuxième. Et un des avantages de faire électricité tout de suite à la deuxième session, c'est que souvent, il y a des concepts de mécanique qui réapparaissent, qu'on revient là-dessus. Et, ah oui, c'est pas loin, c'est très proche, puis là, on peut faire vraiment notre problème plus facilement. Oui, on se souvient des forces, la cinématique, etc. Donc, on dessine notre chose ici, et on dessine les forces qui s'appliquent dessus. Donc, premièrement, l'objet a une masse. Donc, seulement, c'est sûr qu'il y a une force gravitationnelle qui va agir verticalement vers le bas. Donc, ça, c'est FG comme ceci. Ah, ici, il y a une corde. Donc, une corde exerce une... Oui, Élie. Élie, est-ce que tu as une question? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Mais, souvent, je remarque que vous parlez de mécanique et tout, mais est-ce Oui. qu'on est désavantagé si on l'a fait il y a vraiment longtemps? Ah, c'est non, 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 non. Donc, tu vas voir qu'avec le temps, les choses vont te revenir. C'est sûr que c'est un petit avantage d'avoir fait récemment. Donc, plus que c'est récent, plus qu'on se souvient des choses. Mais quand même, si tu le fais, là, 22 ans, c'est pas si grave que ça. Donc, c'est juste un petit avantage parce que je voulais, Élie, je voulais mettre en confiance les étudiants. Puis là, tu viens tout de scraper ma. Mais c'est pas si grave que ça. Donc, normalement, bon, s'il y a des choses qui. Oh, là, je suis en train de faire quelque chose de mécanique, puis ça ne me dit absolument rien. Lève la main et dis ah, monsieur, pourquoi vous faites ça par la suite? Donc, là, on parle de diamètre de force. Peut-être c'est loin, mais un coup, j'en ai fait un. Tu vas voir si les choses te reviennent assez rapidement. Est-ce D'accord. que c'est parfait? Donc, c'est ça, j'aime ça avoir un feedback parce que là, c'est plate en Zoom. Donc, on a ici une corde. Donc, une corde va exercer une tension qui est parallèle à la corde. Donc, une corde ne peut que tirer son objet, ne peut jamais pousser. Et là, ici, on a un champ horizontal. Donc, on ne sait pas si le champ électrique est vers la droite, vers la gauche, mais la force et le champ seront toujours dans la même direction. Donc, pour que l'objet puisse s'en aller vers la droite, ça prendrait une force vers la droite. Et cette force-là, c'est la force qui est transmise par le champ, qu'on va appeler la force électrique ici dans ce cas-là. Donc, après ça, il n'y a plus rien, donc il n'y a pas d'autre contact, il n'y a pas de normal, il n'y a pas de frottement ici. Donc, notre diagramme de force, il est complet. Généralement, pour bien faire des problèmes, quand on travaille des vecteurs, on doit toujours avoir un système d'axes pour savoir quelle est la composante X, quelle est la composante Y dans ce cas-là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une situation d'équilibre. Et quand on est en équilibre, la somme des forces est toujours égale à 0. Donc, c'est sûr, ça fait bizarre d'avoir un 0 avec un vecteur, mais dans la France, généralement, si vous avez un signe de vecteur à gauche, vous devez avoir un signe de vecteur à droite. Or, avec les vecteurs, qu'est-ce qui arrive? On ne peut jamais travailler de façon correcte avec des vecteurs. Donc, c'est sûr que si on le fait graphiquement, on peut trouver la réponse, mais souvent, on va le faire mathématiquement. Donc, dès que vous voyez des choses qui sont vectorielles, on devrait toujours penser, possiblement qu'on devrait décomposer en X,
des composants R, Y pour résoudre notre problème. OK. Et là, je vais effacer ça ici, comme ceci. Donc, je vais juste ici, avant de faire la mathématique, remplacer notre 12 degrés. Donc, si on a un 12 degrés ici, par rapport à un axe vertical qui serait à cet endroit-là, donc, ce serait des angles alternes internes. Le 12 degrés se retrouverait ici et se retrouverait aussi à cet endroit-là. OK. Donc, le but, c'est quoi? C'est de trouver le champ électrique. Le champ électrique, oh, si je connaissais une des clés, on va ouvrir une des clés. On sait que la force électrique est égale à Q fois E. OK. Si je connaissais FE, comme on connaît la charge, on pourrait trouver E. OK. Ça serait la première clé. Donc, j'ai un lien entre mon diamètre de force et la question. Or, pour trouver ça, il va falloir appliquer les concepts d'équilibre. Et quand on regarde notre FE, il est sur l'axe des X, probablement qu'on devrait commencer par sommation des composantes en X devra être égale à 0. Et là, c'est sûr que là, je vais peut-être aller un petit peu plus rapidement que vous êtes habitué, mais normalement, ça va revenir assez rapidement. Donc, qu'est-ce que vous avez en X? En X, vous avez la force électrique qui est vers la droite. Donc, une composante en X positive ici. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le FG, il est vertical, donc il n'y a pas de X. Qu'est-ce qui reste? Là, j'aime bien les dessiner quand ça fait longtemps aussi. Ben, longtemps, des fois, les vacances. Vous avez une tension ici, qui a une composante Y, et une composante X comme ceci, qui fait un angle de 12 degrés ici. Donc, nous, on va voir la composante horizontale. Et là, il y a deux façons. Donc, il y a ceux qui utilisent le grand angle, ça dépend des professeurs et des livres, et ceux qui utilisent les petits angles. Donc, moi, si j'utilise le petit angle, qu'est-ce que Tx? Ah, c'est le côté opposé. Donc, opposé, c'est un sinus. Et c'est une composante qui est vers la gauche. Donc, je pourrais dire que la composante en T de X, ça serait moins T, sin de 12. Tout ça est égal à 0. Or, ici, vous avez un gros problème. Le but, c'est d'avoir la force électrique. C'est d'avoir ça. Mais vous avez aussi ça qui est inconnu. Donc, deux inconnus dans l'équation. On ne peut absolument rien faire. Donc, c'est-à-dire que les composantes en X, on oublie ça. On va aller en Y. Sommation des composantes en Y égale 0. Donc, qu'est-ce que vous avez en Y? Vous avez FG qui est vers le bas. Donc, ça veut dire qu'on a... Monsieur, on ne peut pas Oui, isoler T. oui, excusez. On ne peut Oui. pas isoler T. Ah, ici, isoler T, ça ne donnerait pas grand-chose. Comme tu as... Oui, mais après, on est... Ah oui, tu pourrais le faire. Donc, c'est une position, on pourrait isoler T après ça, bon. Mais vous allez voir, en tout cas, on m'a devancé un petit peu, donc... OK, on va trop vite pour moi. Vous êtes trop intelligent pour moi, trop intelligent. Donc ici, on peut écrire notre équation en Y. Donc, si on écrit notre équation en Y, on a FG qui est vers le bas, donc moins MG. Ah, la composante en Y ici, c'est peut-être pas tout à fait beau. Ah, j'ai une composante en Y de T qui est vers le haut. Donc, c'est adjacent, c'est un cos. Donc, on aurait plus T cos de 12. Tout ça est égal à 0. Et là, c'est sûr qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, ici, je pourrais isoler T, parce que ça, c'est connu, c'est connu, c'est connu. Je pourrais isoler T, le mettre là-dedans et résoudre. Ou encore, si on isole T, donc là, je vais faire vraiment au long, c'est la solution la plus longue. Donc, je vais garder T du côté gauche. Le MG, je vais l'envoyer du côté droit. Et le cos de 12, qui me tient le T, va aller en division de l'autre côté. Donc, ça va devenir cos de 12 ici. Donc, ici, donc c'est sûr que je pourrais venir le remplacer à l'intérieur et résoudre ici, mais je pense que je dis, bon, on va faire le calcul au long. Donc, la masse est 0,82. Faire attention, la masse est en grammes et les masses doivent toujours être en kilos. Donc, je dois diviser par 1000 pour avoir des kilos, fois 9,8, divisé par cos de 12. Monsieur, on a fait quoi avec le TY? Ah, le TY! Une minute. Là, le problème, c'est toujours... OK, quand j'ai écrit ceci, donc, somme des composantes en Y égale 0. Qu'est-ce que tu avais comme composante en Y? Tu avais TY plus FGY. Tu
parce que FE n'est pas égal à égaux, et notre TY, comme T est en diagonale, tu décomposes ton vecteur pour avoir la partie verticale. Donc, cette partie verticale-là que j'ai appelée TY est devenue T cos de 12. Alors, pourquoi on l'a réécrit en bas dans l'équation? Pourquoi on a écrit TY moins MG plus T cos 12? Attends une minute, à quel endroit? Ah, ici? Ouais, pourquoi on l'a réécrit si c'est devenu T cos 12? OK, parce que ici, T cos 12, T cos 12, ça représente TY, ça représente la partie verticale de TY, mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce n'est pas d'avoir TY. Qu'est-ce qu'on a dans l'équation en X? C'est T uniquement. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'écrire TY pour l'avoir en fonction de T, qui est le module? En fait, T, ceci, c'est l'hypoténuse de ton triangle dans ce cas-là. En fait, c'est bon, monsieur, c'est parce que je croyais que le TY, vous l'aviez mis dans l'équation. C'est celui que vous avez fait pour le dessin, là. Je croyais que c'était dans l'équation. C'est pour ça que je comprends. Ah, OK, parfait. Ah, OK, OK. OK. C'est ça le problème. Un petit tableau, OK. Parfait. Donc, OK, on a ça ici. Donc, on peut trouver notre valeur de T. Donc, notre valeur de T est de combien? Est de 8,22 par 10 à la 3 newtons, qui est la valeur de T ici. Et là, ici, là, j'ai un gros problème. Qu'est-ce que je pourrais effacer pour continuer? Je vais continuer, en tout cas, effacer ça ici, ce petit bout ici, parce que je vais garder mon diamètre de force. Comme ceci. Et là, si on... qu'est-ce que j'ai fait ici? Est-ce que j'ai trouvé FE? Donc, ici, on va isolons FE ici. Donc, si on isole FE, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne que FE est égal à T sin de 12. Donc, on a notre T qui est 8,22 par 10 à moins 3 fois sin de 12. Ben, c'est sin de 12. C'est comme si je cherchais une valeur ici. On calcule tout ça, ça vous permet de trouver la force. Là, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont dire: Hey, monsieur, vous avez un petit tableau, puis vous faites 52 étapes. Ouais, ici, j'aurais pu mettre ce symbole-là là-dedans, ça aurait donné juste une équation, mais on va faire vraiment très, très au long. Donc, on trouve que la force électrique qui s'exerce sur la charge est donnée par cette expression-là ici. Et là, je vais ouvrir deux possibilités. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de trouver? C'est un module, ce n'est pas une orientation. Donc, je vais commencer sur la forme vecteur. Donc, sur la forme vecteur, qu'est-ce qu'on a? On a que la force électrique est égale à Q fois E. Donc, si on isole notre E ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la force électrique vecteur sur Q ici. La force électrique, qu'est-ce qu'on a? On l'a sous forme de module. Est-ce qu'on peut donner une orientation ici? Oui, je vois que l'orientation, elle est vers la droite. Donc, ici, on aurait 1,71 par 10 à la moins 3 I ici, dit par la charge. Donc, la charge, c'est combien? Moins 60 par 10 moins 6 coulombs. Et si on calcule tout ça ici, comme ça, j'ai tout effacé ça ici. Qu'est-ce qu'on trouve pour le champ E? Donc, on trouve un champ E de moins 28,5 I. Et l'unité du champ électrique, c'est des newtons par coulomb. Donc, on vient de trouver sous forme de vecteur, mais je veux aussi le faire, c'est comme sous la forme de module. Parce que le module, OK, c'est ça. Donc, le module, il n'y a pas d'orientation là-dedans. C'est juste E est égal à FE sur Q ici, sans tenir compte de la charge. Donc, ici, c'est les mêmes chiffres. Donc, si je fais sur la forme de module, j'arrive à 28,5 newtons par coulomb. Ça ne change pas la valeur. Sauf qu'ici, j'ai perdu l'orientation. Donc, ici, le but ici, pourquoi je fais le problème sous forme de module, c'est pour vous donner une impression. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez des schémas? Donc, nous, on sait que la force électrique est donnée par Q fois E ici. Et là, vous avez deux possibilités pour Q. Qu'est-ce qui arrive quand Q est positif?
Et qu'est-ce qui arrive quand Q est négatif? Donc, si vous mettez un plus devant un vecteur, ça ne change pas l'orientation. Le vecteur de départ, la réponse, en fait, cette réponse-là, sera dans le même sens que le champ électrique. Donc, si le champ électrique était vers la droite, en mettant un plus devant ce vecteur-là, ça veut dire que la réponse va rester vers la droite. Donc, si Q est positif, FE et E, même sens ici. Si Q est négatif, donc si je mets un moins, si j'avais I, puis je mettais moins devant mon I, oh, ça va donner moins I, ça sera vers la gauche. Donc, dans ce cas-là, FE et E, sens opposé. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que souvent, OK, est-ce que je veux faire du qualitatif à l'occasion? Oui, on peut faire du qualitatif. Donc, là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une force qui est vers la droite. Or, notre charge est-elle positive ou négative? Elle est négative. Donc, si elle est négative, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que notre champ électrique doit être un champ électrique vers la gauche, contraire de FE. Et si on donne maintenant la réponse de façon correcte, donc comme c'est un champ vers la gauche, donc ce serait moins 28,5 I Newton par coulomb. Donc, là, j'ai fait les deux approches. Quand on fait l'approche vectorielle, on met toujours le signe des charges à l'intérieur et il faut que tous les termes que des flèches aient des orientations. Si vous prenez la forme module, vous trouvez la valeur et après ça, avec un raisonnement, vous êtes capable de trouver le sens de E par la suite. Donc, je trouve ça important. Je sais qu'à l'occasion, quand je fais, juste revenir, quand je fais deux choses, une façon puis une autre, il y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais d'autres aussi, oui, ça permet de voir les deux perspectives par la suite. Oui, Bouchra. Est-ce que vous nous demandez de faire les deux méthodes, module Non, et vecteur? non, je ne demande jamais de faire les deux méthodes, mais c'est juste, si tu es plus à l'aise avec une méthode que l'autre, moi j'aime mieux vecteur, tu fais vecteur. Si tu aimes mieux module, pour une raison X, Y, Z, tu fais module. Mais c'est quand même important de connaître les deux. Donc, dis oui, OK, si je lis une solution, puis c'est marqué comme ça, tu dois être capable de la comprendre. Ou si tu lis une solution, puis c'est fait comme ça, tu dois être aussi capable de la comprendre. Mais tu n'es pas obligé de faire les deux pour un examen, un problème. Correct? OK. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions sur cette application-là? Donc, le but, c'était d'appliquer que dès qu'on met une charge dans un champ électrique, elle va subir une force. Donc, ça, c'est vraiment super important. Et un petit peu plus loin, la semaine prochaine, là, ici, notre charge dans la section 2.7 ou 2.8, la charge ne sera pas attachée à une corde. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Oh, la charge va subir une force. Si elle subit une force, elle va subir une accélération et elle aura un mouvement. Donc, on va pouvoir calculer le mouvement qui sera fait par la charge si elle n'est pas attachée par la suite. Donc, si elle se met à bouger. Donc, ça sera basé aussi sur le fameux Q fois. OK. Donc, si vous n'avez pas de questions, et là, je suis allé un petit peu vite sur l'effacement. Donc, parfait. Donc, c'est ici. Monsieur, Oui. disons, on a une charge ponctuelle neutre et qui a Un neutre? ouais. OK. Et il y a un champ électrique sur cet objet. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de charge, il ne devrait pas avoir de force, va dire, sur cet objet-là. OK. Il y aura pas de charge négative qui va s'appliquer Là, sur... ici, on va voir plus loin que si vous avez un objet qui est neutre ou des molécules qui sont neutres, qui sont placées dans un champ électrique, ça peut arriver que la molécule se déforme. Donc, ça veut dire qu'ici, si j'ai un champ électrique comme ceci, on pourrait avoir un côté. La particule qui était plus ou moins comme ceci va peut-être prendre une forme allongée. Donc, le noyau, c'est comme s'il était légèrement attiré vers la droite et le nuage électronique légèrement attiré vers la gauche. Et ça donnerait une molécule qu'on appellerait polarisée. OK, parfait, merci. Oh yeah! OK. Ouais. Une chance que j'ai préparé mon cours, moi, là. OK. Là, maintenant, on va passer. C'est con, mais ce problème-là, je ne sais pas si vous voyez, donc, parce que je fais des choses à l'écran, puis je pense que des fois, dans l'enregistrement, ça ne paraît pas, c'est pas grave. Donc, ce problème-là, il y avait un problème comme ça dans le chapitre 1, mais au moins, là, vous voyez, oui, là, il faut que vous pensiez des fois à faire la cinématique. Le prochain problème, vous avez
je pense que c'est le numéro 31 du chapitre 1, vous avez un problème qui peut ressembler à ça. Donc, c'est un problème en 3D. Or, avant de faire mon problème en 3D, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Donc là, on a dit, si un champ électrique quelque part, ce champ électrique-là va transmettre la force à toutes les particules qui sont placées dans ce champ. Or, pour produire un champ, ça prend des charges. Donc, si on a des charges, bon, supposons que je frottais ma tête, elle devenait chargée, ma tête va créer un champ électrique autour de celle-ci. Donc c'est sûr, c'est un petit peu creux, mais ce n'est pas grave. Donc, je frotte, je mets des charges partout. Donc, chaque charge va produire un champ électrique. Or, calculer la charge d'un champ électrique, d'une charge électrique, ce n'est pas si bien que ça. La situation la plus simple, c'est si vous avez une particule ponctuelle, si vous avez une petite particule chargée, le champ électrique va donner par KQ sur A carré. Donc, Q, c'est la charge en coulomb. R, c'est la distance qui sépare la charge du point qu'on va analyser, fois le vecteur unitaire. Et le vecteur unitaire va toujours partir de la charge de la cause pour aller vers le point. Donc, là, je voyais que je suis allé un petit peu plus trop vite. Donc là, je présente l'équation. Et là, maintenant, on va faire un exemple là-dessus. Donc, l'exemple qu'on va faire, c'est l'exemple suivant. Donc, il est un petit peu plus élaboré. Et là, je ne sais pas si je vais être capable de le dessiner correctement. Je vais essayer de le dessiner sur mon tableau, mais je ne suis pas tellement bon en 3D. Donc, j'essaie ici. Parce que là, il faut que je me laisse de l'espace aussi, comme ça, comme ça, comme ça, ici. OK, mon point P est ici, comme ceci. J'ai une charge Q1 qui est ici, et j'ai Q2 qui est à cet endroit-là ici. Je vais essayer de marquer, donc ici, j'ai 6 mètres, donc j'ai 4 mètres verticales, j'ai 2 mètres comme ceci. Qu'est-ce que je veux dire? OK, Q1, c'est de 80 microcoulombs, et Q2, c'est de 120 microcoulombs. Donc, ça, c'est mes paramètres. Donc, je vais dessiner à peu près le schéma au tableau du mieux que je pouvais. Et on va savoir quel sera le champ, déterminer le champ électrique au point P dans cette situation-là ici. Donc, je ne sais pas, peut-être laisser un petit 30 secondes pour ceux qui sont en train de recopier le problème. Parce que là, vraiment, le dessin, fiez-vous pas au dessin que j'ai fait au tableau, c'est de la grosse merde. Ben, la grosse merde. C'est mes talents de dessin. Puis surtout, je ne vais pas faire un dessin trop gros parce que mon tableau va exploser. OK. Donc, même si mon tableau va exploser, on va revenir sur le tableau. Donc, qu'est-ce qui arrive? Vous avez... je vais les mettre en couleur, c'est plus simple. Donc, vous avez une charge qui est ici, qui est positive, et une charge qui est ici, qui est négative. Est-ce qu'elle est négative ou j'ai... non, les deux sont positifs. Oh, c'est vraiment plate. C'est vraiment plate. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non! Elle est... OK. Je vais juste revoir mon énoncé. OK. Donc ici, est-ce que j'ai mis négatif? Là, je regarde ma solution parce que je pense que c'est une erreur de ma part dans... attendez, je veux juste regarder ma solution. J'ai fait tellement de choses bizarres. C'est celle-là ici. L'autre. Où est-ce que j'ai mis? OK. Donc, ici, je voulais faire un négatif. Donc, ici, pour le Q2, mettez une valeur négative devant. Parce que je voulais avoir un plus et un moins. Là, j'ai complètement, donc, sur ma feuille, donc, je vais faire la rectification plus tard. Mettez un moins ou un plus. Donc, vous voulez avoir les deux dans ce cas-là. Donc, ici, comme les charges, les forces, les champs électriques sont indépendants les uns des autres. Donc, la charge 1 va produire un champ électrique autour de L, qui est donné par cette expression-là ici. La charge 2 va faire un champ électrique autour de L, qui est donné par la même expression. Et le champ résultant au point P est la somme de chacun des champs. Donc, E1 plus E2 ici. Donc, ici, il va y avoir deux calculs à faire, trouver le champ de 1 et trouver le champ de 2 par la suite. Et un peu comme les problèmes que je présente, il y en a toujours un qui est plus facile que l'autre. Donc, on va commencer par un. Juste une petite question. C'est quoi la différence entre cette formule et l'autre qu'on vient de faire? L'autre qu'on vient de faire, l'autre, c'est pour celle ici. Ouais. La force est égale à Q fois E. Donc, Okay. elle permet de trouver, si tu connaissais déjà le champ au point P et que tu plaçais une charge à cet endroit-là,
tu pourrais connaître la force qui agit sur une particule placée à cet endroit-là. Ok. Donc, tantôt, on a trouvé un champ électrique, mais on ne connaissait pas la cause. On sait le champ était là, mais par quoi il a été créé, on ne connaît pas. Donc là, maintenant, on cherche comment on peut déterminer le champ qui est produit par les charges. Donc, des fois, le champ va être donné comme ça, puis on ne sait pas d'où ça vient, mais on peut aussi le calculer à l'occasion. Parfait. Donc, on veut calculer le champ que lui va produire à cet endroit-là. Donc, la clé, c'est donné par KQ ici, 1 sur A carré fois UR. Et là, ici, c'est sûr que dans les problèmes en 3D, c'est peut-être pas évident à tracer. Généralement, je vous demande de tracer deux choses. Vous voyez ici dans ce schéma, dans l'équation, il y a le champ électrique qui est un vecteur et le vecteur unitaire aussi qui est un vecteur. Donc, est-ce que je suis capable de tracer ces deux vecteurs-là pour m'aider à résoudre le problème? Premièrement, le champ électrique, c'est une propriété de l'espace, d'un point. Il n'y a pas nécessairement une charge à cet endroit-là. Donc, au point P, il pourrait avoir une charge. Il ne pourrait pas avoir de charge. Ça ne change rien. C'est une propriété de l'espace. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si je traçais le champ électrique de Q1 au point P, donc, dans la capsule, on a vu que quand c'est des particules positives, ça fait des vecteurs qui s'éloignent de la charge positive. Quand c'est une charge négative, ça fait des vecteurs qui s'approchent, qui pointent vers la charge négative ici. Donc, si on faisait le tracé du champ E1 produit à cet endroit-là, comme c'est une charge positive, le vecteur E1 doit être un vecteur qui part du point P, mais qui s'éloigne de la charge. Et pour le vecteur unitaire, je vais changer de couleur. Le vecteur unitaire est toujours un vecteur qui part de la charge pour aller vers le point, puisqu'on fait le calcul. Donc, part de la charge, s'en va vers le point. Donc, c'est-à-dire que le vecteur unitaire, ça serait quelque chose comme ceci. Donc, avec ça, on va être capable de calculer nos choses. Donc, K, ça conserve de Coulomb, c'est beau. La charge, elle est là. La distance entre Q1 et P, c'est 6 mètres, c'est donné. La seule chose qui vous embête un petit peu plus, c'est les fameux vecteurs unitaires. Donc, le vecteur unitaire, c'est quoi? C'est le vecteur R sur le module ici. Regardez le module ici. Bon, j'aurais pu marquer R ici. Donc, qu'est-ce que le vecteur R? C'est le vecteur qui part de la charge qui s'en va vers le point. Donc, si on fait ça ici, on part de la charge, on s'en va vers le point, on fait un déplacement de 6 mètres dans le sens de l'axe des exposés, donc on fait 6i, et on divise par le module. Donc ici, le module, c'est x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc, comme on a juste 6, on donne 6 ici, et 6 divisé par 6, ça donne 1. Donc, on trouve un vecteur unitaire qui est tout simplement i. Et quand on regarde ici, à l'examen, théoriquement, on n'aurait même pas besoin de faire le calcul. Quand c'est directement sur les axes, on pourrait marquer directement I, J, moins I, moins K, moins Z par la suite. Ça serait très vite. Et là, on va faire notre calcul. Donc, ça donne 9 par 10 à la 9 fois Q1. On ramène toujours la charge en coulombs. Donc, par 10 moins 6 coulombs. Divisé par la distance qui sépare Q1 de P. Donc, 6 au carré. Tout ça multiplié par le vecteur unitaire, c'est comme ceci. Et là, pour me faire de l'espace, je vais marquer ma réponse E1 qui est ici. Donc, on trouve que le champ électrique de 1 va donner. Ah, OK, c'est facile. 2,0 par 10 à la 4i newton par coulomb. Donc, dans la phrase de livre que vous utilisez, souvent, des fois, vous allez voir, quand vous regardez les exemples, il parle souvent de valider. Ici, est-ce qu'on peut valider? Donc, le chiffre, que ce soit 2 par 10 à la 4, 2 par la 10 à quelque chose, ça n'a pas d'importance. On ne peut pas dire que c'est... On ne connaît pas l'ordre de grandeur. On oublie ça. Est-ce que l'orientation semble être correcte? Donc, ici, d'après le schéma, on voit que notre orientation est vers la droite et on a trouvé aussi une orientation vers la droite, c'est correct. Et jamais oublier l'unité que c'est des newtons par coulomb scolaire. Donc, pour le premier, c'était relativement simple. Ça allait assez bien. Maintenant, on va faire le deuxième. Le deuxième est un petit peu plus complexe. Donc, on demande le champ produit par 2 à cet endroit-là. Donc, ça sera K puis 2 sur la distance qui sépare la charge 2 du point P fois le vecteur unitaire ici.
Et là, comme mon dessin est petit, donc c'est sûr que dans votre cahier, vous allez comprendre qu'est-ce que vous faites, mais moi, je vais le refaire ici de façon différente. Et là, c'est un gros problème. Ce problème en 3D, qu'est-ce que je vais dessiner au tableau? Il y a des personnes qui vont avoir une perspective différente. Mais au moins avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Premièrement, si je traçais le champ électrique part de l'endroit où on veut le calculer. Donc, ça veut dire que le vecteur devrait partir de P. Et il va pointer dans quel sens? Est-ce qu'il va s'éloigner de la charge ou va aller vers la charge? Donc, ici, comme c'est une charge négative, le vecteur, et là, c'est sûr que c'est bizarre, le vecteur E2 devrait pointer vers la charge négative. Donc, ça veut dire qu'ici, on devrait trouver possiblement une composante en X négative, une composante en Y qui est possiblement vers le haut, et une composante en Z qui sort du tableau. Et là, je vais même effacer ça ici pour que ce soit vraiment le plus clair possible. Pour le vecteur unitaire va partir de la charge pour aller vers le point. OK. Donc, l'illustration est faite. Donc, le K, ça va être relativement, ça va aller bien. Le Q, il est donné. La distance, ça va être aussi relativement bien. Et là, qu'est-ce qui est vraiment complexe? Et là, c'est ça. Donc, là, j'efface ceci. Et là, j'espère avoir assez d'espace. C'est le fameux vecteur unitaire. Donc là, je vais vraiment peut-être aller dans les détails les plus profonds. Donc, le vecteur unitaire, quand vous regardez dans votre livre, c'est marqué comme ceci. C'est marqué comme le vecteur déplacement. Oh, le déplacement sur R. En réalité, ce n'est pas le bon symbolisme. On aurait dû mettre ceci, parce que c'est un déplacement. Donc, on se déplace d'un point à l'autre. Donc, quel déplacement qu'on fait quand on passe de Q2 vers le point P? Or, quand on fait un déplacement, qu'est-ce que ça pourrait être? Là, je vais vraiment marquer de toutes les formes différentes. Ah, je fais un déplacement en X. On fait un déplacement en Y. Et après ça, on fait un déplacement en Z pour arriver à notre point. Tout ça sur le module ici. OK. Le module, quand on est en 3D, c'est donné par quoi? C'est donné par les composants. Donc, c'est Pythagore en 3 dimensions. Donc, c'est donné par delta x au carré plus delta y au carré plus delta z au carré ici. Oh, je vais faire ma racine carrée comme ceci. Racine carrée comme ceci. Et pour le x, le y et le z, je vais juste ouvrir une parenthèse ici. Le x, ça pourrait être quoi? Des fois, vous allez peut-être avoir des coordonnées. Donc, ça peut être x final moins x final moins x de départ. Même chose pour les autres. Donc là, je n'ai pas de la place pour le y. Ça pourrait être z final moins z de départ ici. Donc, se rappelle que le final, c'est le point et le départ, c'est la charge. Donc là, j'ai essayé de présenter ça sous forme. Et juste répondre à 30 secondes, finir ma phrase. Donc là, j'ai essayé de présenter ça sous toute forme. Des fois, je pense que dans le numéro 31 du chapitre 1, donne ça sous la forme de coordonnées. Ah, s'il donne ça sous la forme de coordonnées, c'était quoi le x final, c'était quoi le x de départ, c'était quoi le y final, c'est quoi le y de départ, pour trouver votre vecteur unitaire par la suite. Oui, Bouchra. Comment vous avez déduit que la deuxième charge, c'est négatif? Parce que dans la question, ça disait juste 120. Ah, c'est ça. C'est moi qui ai fait une erreur. Donc, j'aurais dû mettre, parce que j'aurais dû mettre un moins devant. Donc, j'ai oublié de mettre un moins dans l'énoncé. Donc, c'est une erreur de ma part. OK, c'est bon. C'est ça, parce que normalement, c'est quand dans un exemple, j'essaie d'avoir toutes les difficultés. Donc, un départ qui est facile, un autre qui est plus difficile. Puis là, j'ai dit, ah merde, j'ai oublié de mettre, je voulais avoir un plus puis un moins pour faire les deux situations ici. Puis là, en tout cas, j'ai fait une petite erreur de frappe que je vais arranger pour les autres bouts. OK, donc là maintenant, on va trouver notre vecteur unitaire. Donc ici, c'est sûr que je n'ai pas tracé mon système d'axe parce que ça devenait lourd. Donc, les X, les Y et les Z comme ceci. Donc, en X, toujours se rappeler, on part de la charge pour aller vers le point. Donc, c'est ça, c'est con. Moi, dans ma tête, c'est toujours le seul moyen. Le vecteur unitaire, ça va toujours vers le point. On se va toujours vers le point. Donc, en X, qu'est-ce qu'on fait comme déplacement?
on se déplace de 6 vers la droite. Donc, on se déplace de 6i ici. En grec, donc en grec, c'est cet axe-là ici. Pour passer de Q2 pour aller vers P, il faut descendre de cette quantité-là ici. Cette quantité-là, c'est 4 mètres, donc plus 4J comme ceci, moins 4J comme ceci. Et dans le plan, si on va aller rejoindre le point P, donc c'est comme si on était ici, on avait fait ça, on avait fait ça, et là, on doit aller, et là, mon crayon, il y a de la misère à écrire, on doit aller dans ce sens-là, dans le sens contraire des Z, donc on doit entrer dans la page, et on doit rentrer dans la page de 2K ici, et on doit diviser par le module. Donc, on va tout de suite calculer le module ici, donc ça va nous sauver une ligne de calcul. Donc, le module, c'est la valeur de R qui va nous servir par la suite à cet endroit-là. Donc, ce serait quoi? Donc, ce serait 6 au carré plus 4 au carré plus 2 au carré, tout ça racine carrée. Et ça va donner un module ou une distance entre le point départ et le point final et de 7,48 mètres ici. Donc, on pourrait remettre notre 7,48 à cet endroit-là. Et là, il y a plusieurs possibilités. Il y a des personnes qui vont garder ça, qui vont mettre ça ici comme ça sans faire le calcul, ou encore, on peut prendre ça, diviser par ça, ça, diviser par ça, ça, diviser par ça par la suite. Donc, moi, j'ai fait la version longue, c'est con. Donc, ça donne 0,802i moins 0,534 JC moins. Oh, est-ce que j'ai fait une gaffe ici? Elle va juste être important. Oui, moins 0,267 K ici. Donc, ceci est notre vecteur unitaire et c'est quand, en 3 dimensions, des fois, comme je fais mes calculs rapidement, je n'étais pas sûr de ma réponse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Pythagore, j'ai fait ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, racine carrée. Et comme j'ai trouvé 1, ça veut dire que la réponse que j'avais, elle était bonne. Donc, maintenant qu'on a trouvé le vecteur unitaire, il reste à remettre notre vecteur unitaire ici. Donc, si on met ça ici intérieur, qu'est-ce que ça vous donne? Donc, le K, c'est la fameuse constante de Coulomb, donc c'est 9 par ici. Q2, c'est la charge. Et là, donc ici, je voulais en faire un avec une charge négative, donc on doit conserver le signe de la charge ici. Tout ça divisé par la distance qui sépare Q2 du point. Donc, avec le vecteur unitaire, on a trouvé ici, qui est 7,48 au carré. Tout ça ici, je m'excuse que je devrais multiplier ceci par 0,802i moins 0,534 ici, moins 0,267 ici. Donc, ça donne quelque chose de super grand. Et là, donc, juste pour faire un calcul, donc c'est sûr que tout ça ici, si on le calculait, ça, j'ai calculé à part, juste pour me donner une idée, ça donne moins 1,93 par 10 à la 4. Et après ça, un coup qu'on a ça, on le distribue sur chacun des termes. Et si on le distribue sur chacun des termes, vous allez trouver que si on fait ça multiplié par ça, ça donne moins 1,55 ici. On fait ça multiplié par ça, ça va donner plus 1,03 J ici. Et on fait ça multiplié par ça, ça va donner plus 0,516 K ici. Et là, j'ai mon exposant 10 à la 4, je l'ai ressorti ici pour que ce soit plus joli. Newton par Coulomb. Donc, c'est notre vecteur E ici. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Là, c'est un petit peu plus problématique. Donc, il reste juste à atténuer vos deux vecteurs ici. Donc, le champ au point P sera égal le champ 1 plus le champ 2 ici. Et là, c'est sûr que là, je ne vais pas écrire les deux lignes, ça va être trop long. Donc, on a notre E1 qu'on a trouvé au départ. On a lui ici, on les additionne ensemble. Donc, si on les additionne... Ah, lui, est-ce qu'on peut le valider? Si on regarde, on a un X vers la gauche, ça semble être cohérent. La flèche semble aller vers le haut, donc on a une énergie positive.
Puis pour le Z, ça sort du tableau. Ça semble être correct. Donc, point de vue calcul, c'est plausible. Et là, on additionne les deux. Et si on additionne les deux ensemble, qu'est-ce que ça vous donne à la fin comme réponse finale? Là, j'ai gardé ça. Donc, ça donne 0,45 ici. Donc, la constante, pour constante J, il y a juste un J, donc 1,03 J plus 0,516 K ici. Tout ça multiplié par 10 à la 4 Newton par coulomb. Donc, ce problème-là, c'est quand c'est un classique. J'appelle ça un classique. Donc, vous allez le revoir à plusieurs occasions. Je ne l'avais pas fait en 3 dimensions, mais là, au moins, vous avez une idée à quoi ressemble un problème. Donc, si on ajoutait la 3e dimension, c'est juste le vecteur unitaire qui est un petit peu plus élaboré. Et là, je regarde à l'écran, je regarde mon tableau, ça fait capoter. Donc, c'est comme ces problèmes-là qui sont longs. Plus qu'un problème est long, plus que la moyenne de ce problème-là à l'examen, c'est bon. Donc, normalement, espérez des problèmes compliqués à l'examen et non des problèmes faciles. Est-ce que vous avez des questions pour le A? Donc, le B, le C et le D vont aller rapidement. Après ça, on va prendre une petite pause. Donc, si vous n'avez pas de questions pour ce problème-là, on va retourner directement à la feuille. Et là, je vais peut-être répondre directement à la feuille ici. Donc, je vais prendre un crayon. Donc, au lieu de prendre mon tableau, je vais prendre un crayon puis je vais écrire directement sur le document. Donc, là, maintenant, on fait quelque chose de bizarre. On place au point P une charge Q3. Donc, c'est ici, à cet endroit-là, on met une charge Q3. Comme ceci. Là, on demande, bon, on dit la charge, on donne la masse, tout ça. Et là, c'est peut-être un problème de dyslexie. Quel est maintenant, OK, ça se dit, quel est maintenant le champ électrique au point P? Est-ce que le champ électrique va être influencé? Est-ce que le champ au point P va être modifié parce que je mets une charge dessus? La réponse, c'est non. Pourquoi la réponse, c'est non? Une particule va toujours créer un champ électrique autour de elle. Elle ne produira jamais un champ électrique sur elle-même. Et surtout que l'équation, c'est KQ sur R carré. Là, ça donnerait un R qui tend vers 0. Un R qui tend vers 0, ça donne un champ électrique qui est infini. Et un champ électrique infini, ça donnerait une force infinie aussi. Donc, tout objet chargé va produire un champ électrique autour de elle et ne produira jamais un champ électrique sur elle-même. Et si elle produirait un champ électrique sur elle-même, on pourrait réfléchir d'une autre façon. C'est-à-dire que dès que la particule existe, elle aurait une force sur elle-même et se mettrait à bouger continuellement, ce qui n'est pas aussi logique ou ce n'est pas ce qu'on observe dans la nature. Donc ici, qu'est-ce qui va arriver? Donc, le champ électrique au point P ne sera pas modifié, mais si j'avais demandé, par exemple, le champ électrique à cet endroit-là ici, là, il aurait été modifié parce que là, il y aurait le champ électrique de 2 à cet endroit-là, le champ électrique de 1 à cet endroit-là, et là, il y aurait le champ électrique de 3 à cet endroit-là. Donc, une particule qui est placée sur un point ne fait pas de champ à cet endroit-là. Donc, pour le B, donc comme je n'ai pas fait, je l'ai fait blablabla, juste en blablabla, est-ce que ça va pour tout le monde, pour le B? OK. Pour le C, qu'arrive-t-il à la charge Q3? Oui, Iba. Est-ce qu'on va dire que c'est nul? Non, on ne dit pas que c'est nul. Oui, on peut dire que c'est nul, oui. Ça veut dire que, disons, on pourrait dire que E de 3 au point P serait 0. Ah, merci. Bon, ce serait une autre manière de le voir. OK. Donc, que va-t-il arriver à la charge numéro 3? Donc, là, c'est le fun. C'est des concepts qualitatifs. Donc, on a trouvé au champ P, donc ici, je vais le marquer comme ceci, au champ P, il y a un champ E. Donc, il y a un E qu'on a trouvé en A. Donc, s'il y a un champ et qu'on place une particule dans un champ, qu'est-ce qui va arriver? La particule, là, c'est la première fois que je fais ça, la particule va subir une force à cause du champ. C'est le fun. Et là, donc, mes étudiants des autres années vont être jalouses, parce que c'est la première fois que j'écris un texte en direct. Puis là, surtout quand j'écris au tableau, c'est mal écrit. Et là, est-ce que j'ai fait une faute de français en plus? Exactement. C'est super. Donc, c'est que la particule 3 va subir une force et possiblement, elle va se mettre à bouger. Et là, la dernière question, on va demander son accélération. Et c'est une question qui va revenir. C'est une question d'introduction, mais ça revient
dans 2.7, 2.8. Donc, quand on va faire le mouvement, on va revoir ceci. Donc, ici en D, on va demander l'accélération. Et là, ici, on va effacer ceci, je sais pas. Donc, pour trouver l'accélération, quelle sera la clé? C'est tout simplement la loi de Newton, deuxième loi de Newton. Somme des forces est égale à MA. Or, quelle est la force qui agit sur Q3? C'est la force électrique. On pourrait dire que sa force électrique sur 3 ici est égale à M fois A ici. Hop, ici, je vais mettre une flèche. Qu'est-ce que la force électrique? C'est Q fois E. Donc, c'est le E. Quel est le E? C'est le E au point P. Donc, le E, à l'endroit, se retrouve Q3. Donc, ce serait... Oh! Là, c'est vraiment symbolique. Donc, c'est Q3 qui interagit avec le champ au point P pour donner une force. Tout ça est égal à MA ici. Et si on isole le A, on peut dire comme ceci. Donc, notre A serait égal à Q, la charge, fois le champ au point P, divisé par la masse de la particule, et on aurait notre accélération ici. Donc, là, j'essaie d'avoir assez d'espace. Quelle est la valeur de Q3? Donc, Q3, c'est moins 30 microcoulombs. Donc, moins 30 par 10 moins 6. Multiplié par le champ. Donc, le champ, c'est toute cette bébelle-là. Donc, 0,45 I plus 1,03 J plus 0,516 K ici, comme ceci, par 10 à la 4. Tout ça divisé par la masse de la particule. Et la masse, c'est 8,4 par 10 à la moins 12 kg. Donc là, je n'ai pas mis de piège pour la masse. Et si on fait le calcul de tout ça ici, vous allez trouver l'accélération de la particule et l'accélération de la particule, donc le A ici. Et là, ça va sembler peut-être bizarre. Donc, ça donne moins 1,61 I. Excusez-moi, j'ai dit des moins partout. Moins 1,07 J ici, moins 0,536 K ici. Tout ça multiplié par 10 à la 10 mètres par seconde carrée. Donc, ici, ça peut sembler bizarre. On pourrait dire, oh, j'ai peut-être un doute sur mon accélération. Des accélérations de 10 à la 10, c'est énorme. Mais pour les particules, des très petites particules, c'est possible qu'ils atteignent ce niveau d'accélération-là. OK. Donc, si en fin de compte, pour l'accélération, on va revoir ça plus tard. Donc, au moins, on l'introduit une fois. Donc, c'est juste la deuxième loi de Newton, somme des forces égale à MA. On remplace la force par la force électrique qui est donnée par Q fois E. Et on isole notre A par la suite. Oui, joli. Joli. C'est joli, oui. Monsieur, mais je n'ai pas compris pourquoi on a utilisé cette formule. On ne peut pas dire que le Q3 est attiré par Q1 parce que Ah, ici, ça, c'est l'avantage du champ. Donc, ici, si on ne sait plus, on efface tout ça ici. On a notre point P qui est ici comme ceci. Et c'est ça, c'est la force du champ. Dès que tu connais la valeur de E à cet endroit-là, le E est là pour transmettre la force. Donc, le E a été produit par la charge 1, la charge 2. Donc, là, tu n'as même plus besoin de connaître qu'est-ce qui a créé ce champ-là. Ah, c'est Q1, Q2. Donc, dès que tu connais le champ, tu peux connaître directement la force globale qui va agir sur celle-ci. Donc, ça permet, ça évite d'être obligé. Donc, tu as ton Q3 qui est ici, tu as ton Q1 qui est ici. Ah, là, je vais faire Q1, Q2, Q1, Q3. Donc, K, Q1, Q3 sur R au carré pour trouver la force. Après ça, je vais faire K, Q1, Q2, Q3 sur R au carré pour trouver la force. Assigner ces deux forces-là par la suite pour trouver la force résultat. C'est ça la force du champ. Dès que tu connais le champ, ça permet de trouver la force, clac, en un tour de 1. En un claquement de doigts comme ceci. Est-ce que c'est correct? Parfait. Bouchera. Oui, dans le fond, le 8,4 fois 10 à la moins 12, on l'a pris d'où déjà? On l'a pris quelque part. Et il va voir, c'est marqué sur la feuille. La masse de Q3. Donc, si tu regardes ici, à ta minute, ici comme ça, donc quelque part, on donne la masse de Q3 ici. Ah, ok, c'est bon, je l'ai vu, merci. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on prend une petite pause. Donc, j'ai débordé un petit peu. Donc, là, présentement, il est 12h58. Donc, on revient à 13h08. À 13h08, on va revenir.
pour faire 2 autres problèmes. Donc, le premier problème va être simple, c'est un problème qu'on a déjà fait. Et après ça, le dernier problème d'aujourd'hui, là, il va y avoir vraiment un défi, mais vous allez voir qu'on va refaire ce problème-là la semaine prochaine. Vous avez en confiance par la suite pour ce genre de problème-là. Donc, on prend une pause de 10 minutes et après ça, on revient par la suite pour la suite du cours. Ah, je vais faire ça en deux. Enfin, stop.